parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Comme nous le faisons chaque matin d'ailleurs, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée, mais aussi d'Espace TV. Nous vous rejoignons pour essayer de comprendre ce qui se passe à travers des sujets que nous allons évoquer ici, bien entendu, pour vous et avec vous, parce que vous le savez, cette émission est également interactive. Vous pourrez réagir GGO 80 37 657 39 13 13 ou sur Twitter. Nous allons relayer vos messages. Les numéros, donc, comme vous le savez, défilent juste en bas de l'écran. Vous pourrez les voir et interagir à cette émission. Nous disons donc bonjour à Lamine Girassi, à qui nous souhaitons meilleure santé ce matin. Une vaste opération de déguerpissement en vue à Kouria, dans la préfecture de Koya. Plus de 400 hectares sont concernés. 150 hectares sont déjà occupés par l'État et réservés pour les parcs automobiles. Le gouvernement voudrait déloger des milliers de personnes sur le site pour y installer des unités industrielles. Les familles ne sont pourtant pas dédommagées et aucune mesure d'accompagnement n'est pour le moment envisagée. Leur avocat parle d'une situation critique pour des citoyens qui ont investi dans une zone qui n'était pas réservée. Si tout va bien, nous allons avoir Maître David Béavogui, avocat à la Cour, mais aussi Maître Mamadi Doumbouya, avocat de l'État. Nous revenons donc sur cet autre sujet dont on parlait hier, parfum de détournement à Dinguiraï, la part du fonds de développement local alloué aux collectivités de la préfecture au centre d'une polémique depuis quelques jours, plus de 12 milliards de francs guinéens. C'est le montant global disponibilisé pour le financement des projets identifiés par les différents conseils communaux, alors qu'on ignore pour l'instant si l'argent a été décaissé. Les dépenses ont été envisagées sur le terrain sans l'avis du conseil d'appui à la gestion du FODEL. Les mairies se sont donc vues avec des motos sans savoir la provenance de l'argent et une plainte risicole aurait été mise en valeur. On en parlait hier à hauteur d'1 milliard. Tout ceci se passe au moment où d'autres préfectures ont déjà réalisé quelques projets qu'ils ont présentés et soutenus à la suite du représentant des jeunes au sein donc du CAGF et du préfet. Nous allons entendre ce matin le président du conseil d'appui à la gestion du FODEL et un jeune de la localité qui trouve la contestation moins opportune. Il s'agit donc de Cheikh Oumar Diakité, président du CAGF, et de Mouktar Bari, enseignant jeune natif de la localité. Nous allons les entendre dans cette émission encore une fois. Merci d'être avec nous ce matin dans les grandes gueules. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Madame So Moussa Yoruba. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Madame, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Damiero, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour. Ça va? Ouais. C'est jaune à l'écran. Je suis jaune. À l'autre écran. Ah bon, oui, à l'autre écran. Il précise. Bon. À l'un et puis à l'autre, c'est clair. D'accord. Il fallait qu'il fasse ça ce matin. Ça va, Jacques? Bonjour madame et bonjour à tous. Alors, Damiero, avant que vous ne partiez là où vous devez aller, ce serait important que je... Il rumine sa colère ce matin. Je rumine cela parce que ça me... Je suis d'abord en cravate rouge, ce qui détermine combien de fois je suis en colère ce matin. C'est lié à cette farce à laquelle on a assisté récemment à l'hôtel Noum par une structure de la place qui a dit décerner 20 personnalités de ce pays. Décerner des prix? Des prix à 20 personnalités de ce pays. Et j'ai vu sur la liste de ces personnalités des cadres, non des moindres, des cadres tout de même assez respectables qui ont accepté de recevoir des prix de la part de quelqu'un qui, pour moi... C'est quoi le souci, Antoine? Le souci, vous allez le comprendre. Récemment, bien avant les élections, j'ai été victime d'une usurpation d'identité. Cela, ça a été diffusé sur les télévisions. Ah oui, on se souvient que quelqu'un s'est servi de ton nom pour aller demander de l'argent à des personnes. De l'argent à des cadres de ce pays, à des ministres, et même à l'ancien premier ministre guinéen, Kabinet Komara, qui a été victime aussi de ce jeune qu'on appelle Ousmane Greg Kamara, et qui est journaliste apparemment. Il appartient à l'AGP. Il a un journal qu'on appelle Le Patriote. Il appelle des cadres, se faisant passer pour Antoine Kourouma. Il leur dit que sa femme est malade. Il veut l'évacuer à l'étranger. Il a besoin d'argent. Ces derniers, pour ceux qui ne le savent pas, s'exécutent. D'autres essaient de mener des enquêtes pour comprendre de quoi il s'agit. Mais comment il fait? Il fait ça au téléphone, sans se déplacer, avec des numéros inconnus, des numéros qu'il met dans son téléphone. Il les appelle. Derrière, lorsqu'il finit son opération, il met son numéro réel.
il a continué ainsi. 2 cadres m'ont appelé. Le dernier cas en date, ça a été Cabinet Komara qui m'a interpellé là-dessus. Et j'ai été contraint de saisir la DPJ. À la DPJ, on a fait des enquêtes, on a pu l'appréhender. Il a été arrêté et conduit dans leur service. Il y a passé 3 jours. J'ai fait appel au président de l'AGEPI avec qui on a échangé. Grâce à leur intervention, je me suis désisté pour retirer ma plainte. Il a pris des engagements comme quoi il n'agirait plus ainsi. Donc il ne se ferait plus distinguer d'une telle façon. L'AGEPI a pris une sanction contre lui. Son journal a été suspendu pour 3 ans. Il a été présenté comme un escroc. Mais je me rends compte qu'à l'époque, on a commis une erreur de ne pas présenter son image à l'antenne parce que je crois que c'est à cause de cela qu'il continue. Mais est-ce qu'il aurait une autre structure qui ne serait Justement, pas ce média? Il vient de créer une structure qu'on appelle apparemment Sankara Agency Communication, avec laquelle il décerne. Mais ça, c'est pas interdit, Antoine. Non, ce n'est certes pas interdit, mais au regard qu'on appelle au regard de ce dans quoi il s'est illustré, pour moi, il n'a aucune crédibilité. Peut-être qu'il a pour changé. décerner des prix à des personnalités. Peut-être qu'il a changé. Non, il a certes changé, mais à mon avis, c'est le lieu d'interpeller la HAC qui est censé. Mais c'est son journal qui a été suspendu. C'est son journal qui a été suspendu. C'est pas la personne qui a été suspendue d'activité, Antoine. Le journal, certes, mais celle qui est derrière le journal est reconnue comme étant. Oui, mais. Attendez, quand même. Vous ne pouvez pas. Les plus grands criminels changent. Non, mais non. Change dans quel. Les plus grands criminels, quelquefois, pour moi, peuvent arriver à pour changer. moi, lorsqu'une personne s'illustre d'une manière aussi négative, en se faisant passer pour un journaliste, en prenant le nom d'un journaliste pour extorquer de l'argent à des cadres, à mon avis, elle doit subir les rigueurs de la loi. Oui, si à l'époque. Ah mais tu t'es désisté, comment il va subir la rigueur de la loi? Il a pris des engagements. Il ne fallait pas retirer ta plainte. Il a pris des engagements. C'est ça. Maintenant, si je le revois. C'est ça les pesanteurs de socio-culturels. On commet un crime, vous partez retirer votre plainte, après vous dites non. Quand même. Ne me faites pas regretter. Tu as une part dedans. Ne me faites pas regretter mon acte. J'essaie de retirer ma plainte, mais c'était sous condition. Il fallait que la loi s'applique. C'était sous condition qu'il reste désormais à carreau. Ah, mais peut-être qu'il est resté à carreau. Lorsque le criminel refait surface, il a de mon devoir d'alerter. Parce que s'il quitte l'aspect de l'usurpation et qu'il entre dans une autre phase d'arnaque, il a de mon devoir après l'aspect de l'usurpation, c'est l'aspect de la soustraction financière. De la soustraction financière. Parce que j'ai vu des noms de cadres sur la liste. L'Océanie Nabé qui fait partie des personnes distinguées. La dame du port autonome de Conakry qui a été distinguée, tout cela, même des députés qui ont été c'est pas interdit. Oui, mais c'est pas interdit, Antoine. Vous me surprenez ce matin. Non, j'ai pas besoin de vous me surprenez ce matin. C'est pas interdit. Parce que vous semblez soutenir. Non, merci. Vous semblez soutenir une pratique qui pour moi est interdite. Je pense que j'ai pas besoin que vous souteniez cela. Je continue dans ma logique. On dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être. Je dis et je persiste. Après ce micro, j'irai à la HAC pour continuer ma plainte. Parce que pour moi, je m'étais désisté à la DPJ. Ça, c'est fini. Il faut que je continue au niveau de la HAC. Parce qu'apparemment, je n'ai pas réussi à freiner ce jeune. Parce que pour moi, il n'est pas un exemple. Et ce matin, je le dénonce à l'antenne. Ça glisse. Je pense que le message est pas ça glisse. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut que ça cesse. Et Ousmane Greg Camara, il faut que ça cesse. Le doigt d'honneur que le jeune a pu faire, Antoine, au-delà de tout ça, c'est qu'il a payé le passage de son élément qui est passé sur sa télévision hier. Donc, sur la télé d'Antoine. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut. On a été trompé. On a été trompé. On a été trompé parce que ça ira. On a été trompé pourquoi? Je pense que non. On a été trompé pourquoi? Il a utilisé une autre structure. Et apparemment, puisque son identité n'avait pas été dévoilée à l'époque, tu ne vas pas faire de la censure. Pas du tout. On ne le connaissait pas. Non. On ne savait pas que c'était lui. Mais même si tu ne le connais pas, on ne savait pas que c'était lui. Ça a été diffusé parce que à la rédaction, on ne le connaissait pas. Jacques ne le connaît pas. La rédaction donc si tu avais reconnu sa tête, l'élément ne serait pas passé. À l'époque, on n'a pas dévoilé son identité. Donc il a utilisé une autre structure pour arriver à ses fins. C'est pourquoi ce matin, je le dénonce à l'antenne pour alerter ceux qui ont reçu ces prix. Je les encourage de recevoir des prix dignes de nom, mais celui-là,
c'est un prix d'arnaque. C'est un prix qui, pour moi, je pense ne mérite pas d'être encouragé. Parce qu'il provient d'une personne qui ne mérite pas d'être... Je pense que hier, s'il a volé un bœuf et qu'on devait le condamner à 5 ans de prison, que tu as retiré ta plainte et que le gars il est sorti pépère de l'affaire et qu'aujourd'hui il vole un beignet, c'est pas pour autant qu'hier qu'il a volé un bœuf qu'on va le recondamner à 5 ans aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve, par exemple, d'arnaque qu'il aurait effectué quand il organisait ce prix à l'hôtel dont tu parles. Donc je pense que rumine bien ton regret d'avoir retiré ta plainte. Tu aurais dû le laisser aller au cachot, comme ça il n'aurait pas repris ses activités. Mais là, je pense qu'il n'y a vraiment pas matière à condamnation. Mais oui, absolument, il n'y a vraiment pas matière à condamnation, Antoine. Bien, on s'interroge, un vaccin contre la Covid-19 en Guinée, les membres du gouvernement seraient-ils privilégiés, Jacques Léo-Aleno? Mais oui, comme si nous autres, on ne mourrait pas de Covid. C'est depuis... on s'interroge, on se demande parce que le vaccin... C'est une question pour l'instant parce que depuis hier on le lit sur quelques sites, j'ai pu lire sur Mosaïque. On aurait dû plutôt commencer par les personnes âgées. Qu'il y a le vaccin qui serait disponible en Guinée, on voudrait privilégier, n'est-ce pas, les membres du gouvernement. C'est quand même de l'actualité, pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Actuellement on est au stade de l'expérimentation. Donc on est en train de donner, n'est-ce pas, ce vaccin là, d'administrer ce vaccin à quelques citoyens. En Europe, on est en train de privilégier des personnes âgées et puis les personnels des maisons de retraite. En Angleterre, la reine a donné le temps. En Angleterre, la reine Elisabeth a donné le temps pour amener les gens à adhérer à cette idée de prendre le vaccin. Maintenant, le problème, c'est de voir vers qui on va aller, où on va tester pour la première fois. Est-ce qu'on va mettre à contribution, ou disons, on va privilégier des personnes qui sont vulnérables, ou on va privilégier, n'est-ce pas, les nantis? Parce que si en Guinée, en tout cas, l'information s'avère vraie, qu'on voudrait commencer par les membres du gouvernement ou les commis de l'État, ça pose un énorme problème parce que on se demanderait, est-ce qu'au point de vue moral, ce choix serait le mieux à encourager, parce que les membres du gouvernement sont plutôt nantis. Ils ont des possibilités, bien entendu, de s'offrir plus la possibilité d'avoir des soins à l'étranger que d'autres qui souffrent ici. Si on donne la possibilité aux membres du gouvernement, ça pose énormément de questions. Non. Mais nous avons quand même des informations des dernières minutes qui nous disent le contraire, en tout cas du côté de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. D'abord, on n'est pas au stade de l'expérimentation. On n'est même pas sur le point d'avoir le vaccin qui soit prêt à être donné. Il faut que le processus aille jusqu'au bout, et le processus ne vient que de commencer dans notre pays. Les gens voient la Russie, il serait possible, je crois que ça c'est quelque chose qui serait possible, que la Guinée puisse prendre, n'est-ce pas, le vaccin de la Russie, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été faits des États-Unis et puis de la France, etc. Mais cela ne peut pas se faire sans l'homologation, n'est-ce pas, de ce vaccin par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Donc il n'est pas évident qu'on puisse avoir ce vaccin et qu'on puisse voir, n'est-ce pas, les médecins l'administrer maintenant là aux Guinéens. Alors ce qui m'aurait étonné, parce que quand le sujet a été évoqué, je me suis tout de même posé des questions. En Russie, quand même, où le vaccin, s'il s'agit du Sputnik V, qui a été donc découvert par les scientifiques russes, là-bas, ils sont à une phase d'expérimentation, ils sont à la phase 3. Et il y a moins de 50 000 volontaires qui ont été vaccinés par ce vaccin russe. Donc, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ceux qui ont inventé, qui ont trouvé, ces chercheurs qui l'ont fait, dans leur propre pays, ils ne sont pas à une grande échelle de vaccination. On ne peut pas, nous, être plus pressés que... Je pense qu'il faut aussi prendre la dimension des différents sujets. Je ne suis pas scientifique à la matière, mais je sais que les sujets ne réagissent pas à la même façon à un vaccin. Nous sommes dans une zone tropicale, nous avons beaucoup de maladies auxquelles nous avons résisté, donc nous avons des anticorps qui ne sont pas les mêmes que les autres. Donc il y a des aspects, je pense, scientifiques à prendre en compte. Et puis il faut aller à la mesure de l'échelle de vaccination du côté de la Russie et dans d'autres pays, les pays qui sont les plus touchés. Donc après cela, le gouvernement, si tant est qu'il ait les moyens de se payer ce vaccin, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, il faut d'abord qu'on mise sur la sensibilisation. Ici, aucun vaccin ne passera comme ça, comme lettre à la poste. Les gens sont réticents. Voilà, il y a une réticence, mais terrible. On se rappelle encore de l'épisode d'Ebola. Ça a même conduit à des violences qui
qui ont amené à des pertes en vies humaines. Donc je pense que chez nous, il va falloir miser sur cela d'abord. La sensibilisation et puis donner l'exemple. L'exemple que ce vaccin n'aura aucun effet négatif, il n'y aura pas de conséquences sur la vie du sujet qui va le prendre, tout ça. Donc je pense qu'on est encore loin de cette expérimentation. Il faut que la Russie finisse et qu'elle soit sûre de sa trouvaille avant que nous autres nous emboîtons le pas. Curieusement, cette fois-ci, Dr Sakoba n'a pas envie d'être la première cobaye, puisqu'on se souvient très bien que lorsqu'il y a eu le vaccin contre Ebola, il a été le premier à être... Le Sputnik 5 plutôt. Sputnik 5, voilà. Il a été le premier à être vacciné du vaccin contre Ebola. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai ce que Moussa est en train de relever, mais il y a beaucoup de réticence au sein des membres du gouvernement quand ils ont appris la nouvelle. Ils sont pas sûrs de l'effectivité de ce vaccin, quel effet réactif ça aura sur les uns ou sur les autres. Moi, je ne vois pas de mal, par exemple, qu'on commence par les membres du gouvernement. Je pense qu'il faut donner le temps. Comme la reine d'Angleterre l'a fait. Donner le temps, compte tenu aussi de la réticence des populations. Ils sont sûrs. Si eux-mêmes ils se font vacciner devant tout le monde. Et que ça relèverait de la sensibilisation. Exactement. L'Africain voit que le chef même a accepté. Le ministre n'est pas décédé le lendemain. Oui. Il va dire, moi aussi je vais prendre. Il va les effrayer. Mais c'est important. Il faut que, pour une fois, ils vont donner l'exemple. Oui, c'est vrai, Madame Ils vont prendre le vaccin. On est d'accord pour une fois que ce soit eux qui aient cette faveur. Prenez ça, on vous donne ce vaccin en premier lieu. Et une semaine après, nous autres on peut suivre. Même pas une semaine. Moi je vais encore attendre. Lorsqu'ils ne seront pas momifiés, moi je vais me faire vacciner. Mais en fait, ce que je vous ai en train de vous dire, c'est qu'il y a une réticence énorme. Il y a certains qui l'ont appris et qui sont complètement ils ont complètement tremblé dans leur fauteuil. Ah mais attends, mais on n'est même pas sûr que ce vaccin-là, c'est un vaccin homologué. Enfin, c'est pas une imposition aussi. Je pense qu'ils vont le faire de manière volontaire. Après, on va voir le résultat que ça va faire. S'il n'y a pas d'effet, on va se mettre en rang. Attendons de la voir, parce que je pense que c'est pas encore pour demain. Pas du tout. Daouda Mohamed. C'est pas encore pour demain, et des informations que nous avons reçues de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est que même pas le premier trimestre de 2021, que la vaccination commence en Guinée. Pour l'instant, il y a le plan de travail qui a été élaboré, qui a été soumis, le budget, tout. Mais pour l'instant, il faut que l'OMS homologue d'abord et dise à la Guinée, voilà le vaccin qui peut aller avec vous. Mais pour l'instant... Qui peut aller qui peut voilà aller. Le vaccin plutôt. Ouais, le vaccin qui peut aller, je vais dire. Le vaccin qui peut aller. Faut pas oublier une chose, c'est que on se souvient du fameux la fameuse potion du fameux du Madagascar malgache. Lorsque c'est sorti, bon, c'est vrai que c'était dans la panique, tout le monde voulait absolument avoir un remède. La quantité qui a été envoyée en Guinée, moi j'ai pas vu quelqu'un qui l'a ingurgité à part. Est-ce qu'il y a une quantité même qui est venue en Guinée? Parce que ça, c'est une question qui a demeuré. Il y en avait qui étaient venus. Il y a eu des communications là-dessus, mais nulle part on a dit. Il y en avait qui étaient venus, sauf que ça a été distribué au plus haut niveau. Maintenant, est-ce que ça fait un effet? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça n'a même pas servi à Madagascar, c'est pas en Guinée que ça va servir. Alors, donc pour l'instant, ce ne sont que des gens qui se sont précipités pour dire que la vaccination va commencer. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure, moi je ne suis pas contre que la vaccination commence par les membres du gouvernement. C'est vrai qu'en France, par exemple, on a privilégié une certaine couche sociale, les plus vulnérables, le personnel de santé et autres. Mais en Guinée, vu l'expérience qu'on a de Ebola en Guinée, avec les réticences, on ne peut pas aujourd'hui s'attendre à l'accès facile des citoyens, du citoyen lambda à cette proposition, même si ça arrivait en fin 2021. Si c'est les membres du gouvernement qui sont... Non, vous ne pouvez pas nous comprendre. Je ne vous comprends pas. C'est vrai, vous ne pouvez pas nous comprendre parce qu'on se rappelle encore. Quand ailleurs on cible les personnes vulnérables, vous dans votre pays vous dites non, il faut aller c'est parce avec que chez les autres, c'est pas la même chose. Chez les autres, il n'y a pas eu de réticence. Il y a un problème de réticence dans notre société. Chez les autres, il n'y a pas eu de réticence encore, en tout cas, qu'on relève qu'il y a une catégorie de citoyens qui disent non, nous on n'est pas prêts pour prendre, on est venu pour nous tuer, comme ça s'est passé à Wemé, comme ça s'est passé à Forêt-Caria, Bofa et autres, à Yekedou même. Donc aujourd'hui avec Covid-19, la France, les Français, il y a eu des couches qui ont été ciblées
en premier pour dire que bon, on va commencer avec telle couche. Mais est-ce que chez nous, on va dire qu'on va commencer avec la vieille qui est à la maison chez elle, à Gekedou, à Massanta ou à Conakry, quelque part ici? Ce sont d'abord ses parents qui vont s'opposer. Mais lorsque l'exemple est donné, Sakoba, c'est pas fortuit qu'il le fasse avec Ebola, qu'il se fasse vacciner avant tout le monde. C'est pour rassurer les autres citoyens lambda. Donc, si pour cette question encore de Covid, il y a des ministres qui sont volontaires à aller, le président de la République, comme on l'a vu en Russie, on nous apprend que la fille même de Poutine a été l'une des premières personnes qui a été soumise à ce vaccin. Donc, si la Guinée, le président de la République se montre volontaire pour aller, je ne trouve pas de mal en cela, mais cela pourrait être un élément de sensibilisation auprès des citoyens. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir au moins l'avis du conseil scientifique, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que les médicaments ont des effets réactifs différents sur les uns et les autres. C'est pour ça qu'on prend toujours un échantillon de personnes volontaires et on essaye. Il ne faut pas oublier, Jacques Léo, que par exemple, si toi, tu n'as pas de problème avec la chloroquine, moi, quand je me fais piquer au postérieur par la chloroquine, je te rappelle tout de suite que j'ai des enflures et j'arrive pas à marcher. Donc, des démangeaisons, des enflures, j'arrive pas à marcher. Donc les vaccins généralement ont des effets réactifs sur les uns et les autres qui sont différents. Donc, c'est pour ça qu'il est important que le conseil scientifique statue dessus et qu'on nous mette des volontaires, des personnes volontaires. Souvent, généralement, on prend des personnes de groupes différents sanguins, enfin d'éléments compositifs différents des uns des autres et on teste pour voir un peu comment ça peut réagir sur les uns et les autres. On va pas débarquer comme ça des cartons de Spoutnik et à tout vont se mettre à vacciner les gens en disant ouais c'est contre le Covid et après s'il y a un effet réactif, ça va créer des problèmes. Il faut espérer que ça ne crée pas de problème, Antoine. Est-ce que comme on appelle l'ANSS ne devrait pas commencer par une vaste campagne de sensibilisation? À supposer que nous ayons le vaccin. Pour le cas du vaccin russe, il y a la question de l'homologation qui a été posée ce matin. Est-ce que ça l'a été pour l'instant? C'est la grosse question. De l'autre côté, on voit que l'Allemagne a déjà mis en place son dispositif. Je crois que le vaccin, ça vient des États-Unis et ça va être expérimenté de ce côté. On voit que les populations sont d'ailleurs se mobilisent massivement pour se faire vacciner. La Guinée, vous le savez, est un pays particulier. Ce qui marche ailleurs généralement ne marche pas chez nous. Ce qui est normal ailleurs chez nous est anormal. Même si ce vaccin est parce qu'aussi on n'a pas les mêmes expériences. Non, pas du tout. On n'a pas la même sociologie. Voilà. Il faut sensibiliser les gens. Il faut éduquer les gens. Il n'y a pas eu d'Ebola en France, par exemple. Il faut éduquer les gens. Si par exemple ce vaccin était efficace et que ça réussit à soigner des gens en Russie, vous allez voir qu'en Guinée, pour commencer, ça va causer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées reçues. Non seulement des idées reçues, mais parce qu'il n'y a pas eu de communication préalable. Il va falloir que la presse elle-même prenne le choix sur elle de communiquer à la place de l'ANSS, qui va s'abstenir de le faire. Non, la communication ne peut pas faire à sa place. Non, l'ANSS c'est une façon de parler. C'est notre devoir. L'ANSS le fait déjà, parce que ce plan dont on parle, ça fait vous ne comprenez pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on va... Les communications qui sont prévues. On va finalement jouer leur rôle à leur place. C'est ce que nous faisons très souvent. Il va falloir que sur le terrain, qu'il y ait des résistances ou des formes de violence pour qu'ils reviennent derrière pour vouloir communiquer. Donc j'espère que pour cette fois-ci, on va faire une large communication afin de pouvoir sensibiliser les citoyens pour que ce vaccin qui vient pour sauver des vies soit enfin expérimenté en Guinée. Parce que voilà, depuis pratiquement une année, on ne fait absolument rien en Guinée. Tout est bloqué. Partout dans le monde d'ailleurs. Bon, je parle de notre pays parce que nous sommes tous affectés par ce qui se passe. Tout le monde est affecté, c'est le monde. Il y a plus de morts de l'autre côté. Vous savez, moi, je loue ma chapelle d'abord. Je parle de la Guinée. Je parle de la Guinée ce matin parce que c'est le cas guinéen qui m'intéresse. Je parle de la Guinée. J'espère qu'on va expérimenter ce vaccin chez nous. On a fait beaucoup de choses avec cette pandémie. On a fait des élections. Mais il faut que ça cesse. On a fait la présidentielle. La Guinée, nous vivons. C'est vrai que le pays est affecté. On est bloqué. Il y a quand même. C'est le monde qui est bloqué. On est bloqué. Ça fait que les concerts et autres sont menacés. Ça fait que les poches sont vides. Ça fait que assez de choses sont menacées. J'espère que ce vaccin va être le plus rapidement possible expérimenté chez nous. Allez-y, Jacques. Moi, le vaccin, je sais que ça va se faire du jour au lendemain, ça soit cette année ou l'année prochaine. Mais moi, ça m'amène à me poser quand même des questions sur ce qui a été fait d'Ebola. Parce que au lendemain d'Ebola aussi, il y a eu cette initiative. Vous parliez tout à l'heure de Dr Sakoba qui s'est donc prêté à ce vaccin. Il y a eu quand même des candidats au vaccin qu'on avait sélectionnés dans notre pays, notamment à Forêt-Caria, mais également
ici à Conakry, je crois, à partir de Dixine. On avait recensé, je crois, une centaine de personnes qui avaient accepté de participer à ce programme pour vérifier si le vaccin qui avait été identifié pouvait, n'est-ce pas, répondre aux attentes. Ça fait quand même plusieurs années que ce travail est en cours, mais il y a peu de communication autour de ça, à part le fait que tout le monde sait que Dr Sakoba s'est prêté à ce vaccin. Quel est l'autre Guinéen qui a pris aujourd'hui le vaccin contre Ebola? Et nous avons beaucoup de Guinéens, disons, nous avons été l'un des pays les plus touchés par cette épidémie-là. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est fait en réalité pour, n'est-ce pas, permettre à ce que si dans l'avenir, le pays venait à connaître cette même épidémie, comment on est armé pour, n'est-ce pas, prévenir, n'est-ce pas, ce mal. Aujourd'hui, c'est une grosse question qu'il faut se poser. On va vouloir vanter le vaccin qui va venir d'ailleurs, qu'on va expérimenter, ça c'est contre la Covid-19, mais encore une fois, c'est le temps pour le ministère de la Santé, pour tous ceux qui ont contribué à faire tester, n'est-ce pas, le vaccin contre l'Ebola dans notre pays, à communiquer pour donner par exemple les résultats auxquels on a pu assister, combien de personnes ont pu recevoir, n'est-ce pas, ce vaccin, et ça donnait quels résultats, quel niveau de défense, à quel niveau de défense, c'est pas immunitaire, on dit, on se trouve aujourd'hui pour pouvoir résister à une nouvelle épidémie d'Ebola dans notre pays. C'est une question importante qu'il faut se poser aujourd'hui. Oui, Moussa Moïsila, docteur Sakoba, qu'on va d'ailleurs joindre pour essayer d'en savoir davantage sur ce vaccin. Voilà, moi je voulais juste dire quelque chose qui me turlupine un tout petit peu, c'est que on a vu la vitesse par laquelle la communauté internationale scientifique s'est bougée pour trouver un vaccin tout de suite et maintenant contre la Covid-19 qui date quand même de 2019, alors que nous avons des maladies qui tuent en masse, peut-être de façon silencieuse, mais qui n'ont pas trouvé jusqu'à ce jour des vaccins. Je pense que ça donne à réfléchir, c'est quand même extraordinaire. Le palu tue beaucoup plus. Ouais. Le VIH-Sida, quand même, qui est là depuis les années 80-90, n'a pas encore trouvé de vaccin. Je pense qu'il y a... Je commence à un tout petit peu à croire, je ne suis pas un complotiste, mais je commence un tout petit peu à croire à ces différentes théories-là. C'est-à-dire que si on se mettait ensemble au niveau des scientifiques à l'échelle internationale, contre le palu, contre le VIH-Sida, on n'en serait pas là aujourd'hui. On trouverait toujours on parle même de remède. Le Covid a une autre façon de décimer le monde, ouais, qui a fait complètement peur. Personne n'est à l'abri. Le paludisme aujourd'hui, c'est pratiquement dans les zones tropicales. C'est dans les zones tropicales et beaucoup plus dans les pays africains. Ça n'existe plus dans d'autres pays européens. Bien, Roby, nous avons Dr Sakoba qui est en direct. Les grandes gueules. Allez-y Antoine. Oui, docteur, bonjour. Bonjour. Docteur Sakoba, est-ce que vous pouvez éteindre la radio à côté, s'il vous plaît? Non, j'ai la radio allumée, peut-être mon clim. Okay. Ça fait de l'écho à l'antenne. Nous nous entendons et c'est très désagréable à l'antenne. Je ne sais pas si vous avez des écouteurs ou bien à la télé. Non, c'est un motard qui est de passage. D'accord. On va se débrouiller. Voilà, donc, docteur, on parle de ce vaccin qui doit être acheminé vers la Guinée. Dites-nous, est-il là et comment est-ce que la vaccination va se faire et qui seront les premières cobayes? Bon, merci pour cette question. Ça tombe bien que c'est le vendredi dernier que nous avons finalisé notre plan de vaccination pour la République de Guinée, que nous engageons à transmettre aux différents partenaires, y compris l'État, pour que chacun, ce qui le concerne, puisse se préparer pour contribuer pour cette vaccination. Donc le préalable, c'était d'avoir d'abord un plan, et ensuite il y a une longue période où nous devons préparer, où nous allons recevoir ces vaccins et quels sont les agents qui seront chargés d'administrer les vaccins, avec les propriétés que les futurs donateurs vont nous dire. Il faut qu'on prépare tout le personnel de santé qui vont être mobilisés pour cette administration. Donc nous pensons que cette préparation, nous pourrons les faire au courant de ce mois de décembre et janvier pour qu'on soit prêt vers la fin du mois de mars, où nous serions situés sur les 11 candidats vaccins qui sont les plus avancés. Et nous pensons que l'OMS pourra nous situer quels sont les types de vaccins pour lesquels nous pourrons nous inscrire.
et commencer la négociation. Nous pensions que c'était le vaccin russe. Oui, justement. Voilà. Apparemment, c'est un autre vaccin qui sera utilisé. En fait, pour le moment, nous, les techniciens du ministère de la Santé n'ont pas fait de choix. Parce que je vous informe qu'il y a 1 mois et demi que le gouvernement s'est inscrit dans l'approche Gavi et qui a mobilisé des ressources tant de la chaîne de froid que de l'argent pour acheter des vaccins pour 92 pays et que la Banque mondiale même s'engage à l'aider. Donc pour le moment, ils n'ont pas fait de choix au niveau de Gavi sur le type de vaccin. Et c'est vrai que nous avons des relations bilatérales très fortes avec la Russie et la Chine. Et donc, en dehors de ce réseau qu'on appelait COVAX, il peut y avoir des engagements bilatéraux en fonction de nos relations avec certaines puissances pour obtenir ce vaccin. C'est vrai que la Russie avait fait une première offre d'organiser une vaccination pilote le mois passé pour certains 60 Guinéens. Et après, nous avons tenu une réunion d'information sur le vaccin Sputnik V. Et ici, ils nous ont remis toute la documentation dessus et sur les propriétés de ce vaccin et qui peut se conserver à la température que nous pourrons supporter de congélation à moins 20 degrés et aussi qui a des formes même lyophilisées. Donc, face à cette situation, nous n'avons pas exclu que le gouvernement guinéen pourra, en dehors même du réseau de Gavi, avoir, selon ses relations bilatérales, certaines doses à partir de certains pays amis. Donc, cela nécessite des négociations avec les différentes parties. Donc, je ne peux rien vous dire parce qu'on n'a pas eu encore d'engagement net d'offrir les vaccins à notre pays par une autre voie que celle de Gavi. Pour le moment, les négociations sont en cours. Allez-y, Moussa. Est-ce qu'à ce jour, docteur, des partenaires, des pays partenaires sont prêts à offrir gracieusement ces vaccins-là à la Guinée? Sinon, au cas contraire, combien tout cela peut nous coûter un tout petit peu? Vous avez certainement tablé sur les moyens de récupérer ces millions de dollars pour acheter ces vaccins. Oui, effectivement, le plan planche, pas seulement pour la vaccination, mais pour le renforcement de tout le système de santé, principalement de la vaccination. Nous voulons renforcer notre base logistique pour que même après cette épidémie, qu'on soit plus fort sur la logistique de conservation et même de locomotion pour pouvoir distribuer le vaccin en temps réel et pour minimiser un peu les taux de perte. Donc, c'est ce plan que ça visait, y compris le plan de renforcement des compétences au niveau du personnel. Donc, comme vous me posez la question, si on a des engagements des partenaires, oui, je dirais oui. La Banque mondiale, dans sa réunion du mois passé, qui s'est passée vers le 13 novembre, a déjà mobilisé, je crois, 13 milliards de dollars pour les pays qui ne seront pas en mesure de se procurer de ce vaccin selon leur propre budget. Donc la Guinée figure parmi les 92 pays qui ont été choisis à cette époque. C'est pour cela que nous avons adhéré au réseau de Gavi, qui est le mobilisateur de ces fonds et qui doit pouvoir aider les pays non seulement à faire l'achat des vaccins dans cette somme, mais aussi à les acheminer dans le pays avec les conditions idoines. Donc, c'est ça. Il y a d'autres partenaires de Gavi, bien sûr, ce n'est pas seulement la Banque mondiale, que Gavi a pu mobiliser des ressources. Donc, si vous me dites s'il y a des partenaires engagés, je dirais oui. Et l'OMS en Guinée, l'UNICEF et beaucoup d'autres partenaires sont partie prenante. Je vous informe que le PM a signé un arrêté du comité de pilotage de ce plan. Ça a été un point très fort de l'engagement de notre gouvernement. Et il y a un comité technique qui a été mis en place, tout ça le jeudi passé, et qui sont en train de travailler pour que si les vaccins arrivent, qu'on soit déjà prêt directement pour l'administration aux ayants droit. Alors, docteur Sakoba, parlez-nous de ce programme de vaccination. Comment est-ce qu'il devrait se dérouler? Parce que vous dites avoir travaillé sur un programme de vaccination. Comment se déroulerait-il quand nous aurons ces vaccins? Bon, ce plan a misé beaucoup parce qu'on a misé sur 20% de la population guinéenne, grosso modo près de 2 400 000 personnes.
mais qui ne seront pas, cette quantité de doses ne sera pas disponible d'un trait. Selon le plan de Gavi, ils vont nous donner ça de façon échelonnée. Une partie en 2021, une autre partie en 2022. Et nous sommes toujours en train de négocier sur les quantités initiales, mais c'est sûr qu'ils vont nous en donner en 2021. Donc ce plan de vaccination va se dérouler. Ça veut dire qu'on va continuer à vivre avec la peur de l'existence du Covid jusqu'en 2022, parce que si ça doit être échelonné, est-ce que le gouvernement guinéen de notre côté, à part les aides que nous avons promesse de recevoir, est-ce que le gouvernement a pris un engagement de lui aussi mettre la main à la poche pour que finalement ce vaccin puisse être distribué à tout le monde au cas où ce serait homologué? Bon, écoute, par rapport au gouvernement guinéen qui compte prendre les 30% du budget en charge, et je crois déjà ça sera une simple reprogrammation du budget actuellement alloué à la riposte, où, compte tenu de la tendance à la baisse des cas en République de Guinée, et si ça baisse, il faut diminuer aussi les dépenses, nous comptons faire une reprogrammation de ce budget pour pouvoir supporter les 30% des coûts opérationnels liés de ça de façon locale. Donc ça, c'est déjà presque acquis à 99%, et je n'ai pas vraiment beaucoup de soucis à ce propos, et étant donné que l'engagement est au plus haut niveau du gouvernement par la mise en place du comité de pilotage, où nous pensons qu'il y a même des sociétés privées en Guinée qui comptent contribuer à ce budget pour pouvoir protéger leurs travailleurs. Donc il y a plein de négociations que nous avons initiées à partir de l'adoption et de la validation de ce plan. Nous pensons que là... Allez-y. D'accord. Alors, docteur, en clair, à vous comprendre bien, pas en décembre, même pas en mars, une vaccination de masse pourrait commencer en Guinée. Bon, écoute, vous savez, il y a des données qu'on ne maîtrise pas. Comme vous voyez déjà, les puissants sont les plus frappés par cette maladie. Ils ont dévancé beaucoup d'événements. Et vous savez, l'homologation, en même temps que nous, on attendait l'OMS pour donner un verdict final. Et vous avez vu, la Russie a commencé la vaccination, la Chine, les Grande-Bretagne aujourd'hui, et d'autres pays occidentaux se sont inscrits pour le mois de janvier. Donc, apparemment, la phase 3 va concerner beaucoup de pays, ce qui va nous donner la chance aussi d'avoir une homologation rapide. Quand il y aura beaucoup de personnes vaccinées, on pourra obtenir les résultats au fur et à mesure que nous évoluons. Parce que comme la maladie a une période d'incubation de 2 à 3 semaines, nous allons voir que selon les niveaux de vaccination, les nombres de cas journaliers vont chuter. Et là, en ce moment, ça donne beaucoup d'indicateurs d'homologuer très rapidement les vaccins pour que ceux qui hésitent encore d'accepter le vaccin le fassent, et afin qu'on puisse vacciner à l'échelle mondiale beaucoup de personnes. Quant à la Guinée, les négociations ont commencé. Nous espérons que certains de nos partenaires bilatéraux pourront nous donner une certaine quantité de doses afin qu'on initie, selon notre programme, de vacciner nos personnes les plus vulnérables. J'espère que d'ici la fin du premier trimestre 2021, on pourra obtenir quelques doses de vaccins pour faire face à certaines priorités nationales. Allez-y, Moussa Moïse. Docteur Sakoba, les réactions des populations dans les différents pays touchés ne sont pas du tout les mêmes. Vous savez chez nous qu'il y a une véritable réticence contre tout ce qui est vaccin. L'épisode Ebola est encore assez vif dans nos esprits. Alors, est-ce que dans votre plan d'action, vous avez misé sur l'aspect sensibilisation pour que la population puisse bien entendu adhérer à ce qui va être fait? Et puis, y aura-t-il quelques petits aménagements scientifiques, parce que nous avons tout de même un conseil scientifique. Je commence à me poser des questions sur sa portée, sur sa raison d'être. Est-ce que ce conseil sera associé pour, bien entendu, veiller à certains aspects de ce vaccin? Bon, merci. Par rapport à la vaccination en tant que telle, on ne peut pas vacciner sans la population bénéficiaire. Donc, je vais vous dire que le groupe mobilisation sociale et communication, c'est d'ailleurs le groupe le plus nombreux dont les membres sont assez. Et on a mis ça en place, un groupe technique chargé de la mobilisation sociale. Et ce groupe chargera de la communication
Et vous savez, dans tous les pays, vous apprenez, il y a des réticences, les anti-vaccins. Mais au fur et à mesure que les vaccins vont montrer leurs résultats, je crois que ces réticences-là vont se dissiper. Parce que nous-mêmes, on a connu cette période-là pendant Ebola. Mais dès qu'on a constaté que les zones vaccinées, que la maladie disparaissait au fur et à mesure qu'on vaccinait les différentes zones, il y a eu beaucoup d'adhésion à la vaccination dans nos communautés. On n'a pas eu pratiquement de difficultés. Je connais l'émotion des gens. Et quelle que soit l'action, il y aura toujours des gens qui peuvent s'opposer, mais face aux évidences des résultats que nous allons obtenir, je pense qu'on pourra avoir beaucoup d'adhésion. Quant au conseil scientifique, ils sont membres entiers de comité de pilotage et aussi du groupe technique qui a été mis en place pour le déploiement du vaccin, y compris aussi le comité d'éthique et toutes les structures de régulation du ministère de la Santé font partie du comité de pilotage. Donc, je pense que si nous tous, on parle le même langage, ça pourra nous faire évoluer très vite pour combattre ce virus. Parlons justement de ce comité scientifique, docteur. Dites-nous, est-ce qu'il existe vraiment? Parce qu'on constate que la plupart des membres occupent des fonctions. On ne sait pas s'ils travaillent actuellement. Quel est votre niveau de collaboration? Que devient le comité scientifique? Et de l'autre côté, c'est la polémique liée au Covid organique. Est-ce que ces médicaments étaient arrivés en Guinée véritablement? Et à qui ça a été remis à l'époque? Bon, écoute, par rapport au comité scientifique, nous sommes tous membres du comité interministériel. Le comité scientifique est membre statutaire du comité interministériel, y compris la NSS. Donc on a cet espace-là d'échange tous les lundis à 13h sous la présidence de M. le Premier ministre. Et deuxièmement, tous les mercredis, il y a une réunion statutaire entre le comité scientifique, le ministère de la Santé et le conseil scientifique sous la présidence du ministre Kader Bari, qui est ministre conseiller à la présidence chargé de Covid. Donc cet espace-là a permis d'échanger et de plancher et de prendre des décisions communes face aux orientations, aux différentes stratégies de riposte que nous initions dans notre pays. Mais il faut que vous compreniez le rôle des uns et des autres. Si le comité scientifique est là pour que nous puissions respecter les normes à la matière et qui sont reçues à partir des organisations internationales et à partir des publications scientifiques. Dernière question, Jacques Valeno. Docteur, une dernière question. L'ANSS, oui. L'ANSS est dans une posture opérationnelle. Donc, à partir de nos problèmes, on décide des actions futures et que nous échangeons avec eux, on trouve le consensus. Alors, une question. Le nombre de cas en Guinée. Besoin d'informations, docteur. On est en train de parler de Covid, mais il y a eu Ebola et là également on a parlé de vaccins. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire aux Guinéens combien ont été vaccinés à ce vaccin-là qui était arrivé en Guinée et quel est notre niveau de défense aujourd'hui par rapport à cette épidémie? Vous parlez de quelle épidémie? Ebola. Je parle d'Ebola, je ne parle pas du coronavirus. Bon, Ebola, vous me faites revenir en arrière. Au total, on avait vacciné 8000 personnes en Guinée, y compris les familles des survivants. Donc, en ce moment, les 8000 personnes, c'est ce qui a clôturé et on n'avait plus assez de cas. Donc, la vaccination qu'on appelait la vaccination en ceinture, ce n'était pas une véritable vaccination de masse. Donc, c'est quand il y avait un cas positif pendant Ebola, on vaccinait les contacts de ce cas positif et les contacts des contacts de ce cas positif. Donc, on a identifié des ceintures de ce genre qu'on a eu à vacciner et aussi. Et quand il y a eu la résurgence à Koropara, nous avons décidé de vacciner les membres, les familles de tous les cas survivants et aussi de leur entourage. Ce qui a fait au total, sur les 1270 survivants, on a eu à vacciner leurs contacts. Ce qui a amené, il y avait autour de 5000 personnes
et les 3000 personnes pendant l'épidémie autour des ceintures qu'on a vaccinées. Donc, un total de 8000 personnes. Docteur Sakoba. Cela a grandement contribué au contrôle de la maladie Ebola. Merci beaucoup, Docteur Sakoba Keita. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est sur cette intervention donc que nous allons marquer la pause et nous revenons donc à 10h. Avis à tous les gamers. Ce mois-ci, c'est Noël avant Noël. Radio Espace, Espace TV et SP Mobile vous offrent votre pack PS4 Pro et vos jeux Kingdom Hearts 3 en édition limitée. Alors, vous êtes prêts pour une petite partie ? Radio Espace, Espace TV et SP Mobile vous offrent votre pack en édition limitée. Console PS4 Pro et le tout nouveau Kingdom Hearts 3. Voyagez à travers divers mondes avec des personnages Disney Pixar cultes pour surmonter toutes les épreuves et tenir tête aux ténèbres qui menacent leur monde. Bref, ce sont de belles soirées gaming qui vous attendent. Pour gagner votre pack PS4 Pro et le nouveau Kingdom Hearts 3, rien de plus simple. Jouez dans le plus lion des mornings en repérant le mot-clé. Dans le 16-18 en repérant le tube classique. Dans 11/ en répondant au quiz. Radio Espace et Espace TV, les stations officielles du gaming.